Bonjour à tous, bon retour à notre cours sur l'informatique médicale. La semaine dernière, nous avions envisagé ensemble le concept d'informatique et de médecine, comment est-ce que les deux peuvent se rencontrer et à quoi est-ce qu'ils servaient, comment est-ce que l'informatique potentialisait un petit peu la question de la médecine. Donc aujourd'hui, nous allons d'emblée rentrer dans le vif du sujet et nous allons aborder la question du dossier informatique médical. Comment est-ce qu'il est créé, comment est-ce qu'il marche, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc., etc. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le titre de notre cours, c'est le dossier informatique médical. Le dossier informatique médical, ou bien, comme vous êtes censé le savoir, puisque vous parlez un petit peu l'anglais, c'est le Electronic Health Record ou EHR. Donc, quand je dirais EHR, c'est que je ferai référence à l'Electronic Health Record ou le dossier informatique médical. Donc, la première partie de notre cours va donc être la nécessité pour nous de maîtriser certaines notions, certains mots de vocabulaire que nous allons rencontrer au cours de notre session de travail. Parce que plus que des questions théoriques, nous allons travailler ensemble sur les notions, nous allons les voir ensemble, les étudier. Et donc, pour éviter des surprises, nous allons revoir un petit peu le vocabulaire qui est souvent retrouvé. Maintenant, je ne dis pas que le dossier électronique médical n'existe qu'en anglais, mais vous allez très vite vous rendre compte à travers vos recherches que même s'il y a des modules de traduction dans ces différentes applications, dans ces différentes structures, de ces différentes structures électroniques, vous allez très vite vous rendre compte que, en fait, les anglo-saxons sont en avance. Ils sont en avance sur à peu près tout le monde et ils sont en train de s'imposer dans le monde médical. Donc, ça ne sert à rien, je dirais, d'essayer de lutter contre l'avancée des choses. Il faut le reconnaître, l'accepter et donc se mettre au pas. Donc, permettez-moi d'entrevoir quelques-unes des notions que nous allons retrouver et nous allons souvent les retrouver en anglais ou quelquefois avec des traductions qui sont tellement difficiles et, et confuses qu'il vaut mieux les prendre en anglais tout simplement et d'essayer de les appréhender directement dans cette langue. C'est une idée, je ne demande à personne de m'accompagner dedans, mais c'est un conseil qui a été vérifié. Il vaut mieux les prendre en anglais, il faut pouvoir avancer. Donc, quelques notions de vocabulaire que j'ai essayé de traduire ici, mais certaines fois, vous verrez que ce n'est pas toujours facile d'avoir une traduction très, très claire et concise. Maintenant, dans le dossier médical, nous pouvons retrouver des notions très, très variées, à la fois des notions biocliniques, à la fois des notions purement cliniques, des examens de laboratoire, mais on va également retrouver des notions qui sont liées à la justice, tout simplement, parce que ce dossier médical peut être utilisé, c'est un document légal, et le dossier médical électronique n'est pas différent. Donc, on va y aller tout de suite. Donc, une audite, qui est un terme qui appartient plus au domaine juridique qu'au domaine médical, qu'est-ce que c'est? C'est une revue d'activité des employés au sein de l'Electronic Health Record, EHR, incluant les changements perpétrés dans un dossier, par qui et quand. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le dossier médical électronique, cette application a la capacité de dire ou de relever, d'enregistrer toutes les activités, tout ce qui a été fait dans ce dossier médical. Je m'explique. Vous êtes médecin, vous avez écrit des ordonnances qui doivent être appliquées. Mais forcément, la personne, en l'occurrence l'infirmière, qui doit utiliser ce dossier informatique médical, doit pouvoir y avoir accès. Donc, le système va enregistrer votre activité,
où vous avez inscrit votre ordonnance comme médecin, à titre de médecin. Donc, il y a un département, il y a une partie pour les médecins. Et dans la partie pour les médecins, il y a donc les ordonnances. Mais maintenant, il faut, pour que ça marche, évidemment, il faut que une ou plusieurs infirmières puissent avoir accès à cette ordonnance pour pouvoir faire le suivi et donc appliquer l'ordonnance en question. Donc, toutes ces activités, chaque intervenant sur le dossier, ok, est enregistré. Parce qu'une infirmière peut bien dire que voilà, elle a lu le dossier, ok, mais elle estime que ce qu'on a demandé n'est pas conforme aux besoins de ce patient. Elle a le pouvoir de le dire et elle doit l'enregistrer. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que cet audit permettra donc éventuellement, s'il y a un problème, s'il y a des études qui sont faites, de pouvoir retracer l'ensemble des activités, savoir qui les a fait, qui a eu le plus de pertinence dans le dossier, et ça c'est une question subjective ou non. Donc, le Certification Commission for Health Care Information Technology, le CCHIT, Certification Commission for Health Care Information Technology. Ok, qu'est-ce que c'est? C'est une agence de certification des EHR. Ok, c'est-à-dire que c'est une instance, parce qu'il faut bien réglementer la chose. Tout le monde ne peut pas se mettre à produire des systèmes d'information, des systèmes de dossiers médicaux à l'infini. Donc, il y a une instance qui existe surtout aux États-Unis. Ce que je dis là, c'est surtout pour les États-Unis, qui existe donc pour pouvoir faire le suivi et dire que certains logiciels de production d'Electronic Health Records, ok, sont aptes, ils sont conformes, ils sont standards. Donc, le CCHIT est un organisme indépendant, volontaire du secteur privé, dont le but est d'accélérer l'adoption des technologies informatiques de santé. Et vous voyez, le vocabulaire est quelque chose qu'il faut maîtriser. De la même façon que lorsque nous disons TA, ça a une référence, une consonance particulière. Maintenant, le vocabulaire du dossier électronique, il faudra le maîtriser également. Motif de consultation ou chief complaint. Maintenant, vous êtes tous habitués à un dossier médical. Vous savez que tout dossier médical, toute histoire, tout à bord d'un patient commence avec le chief complaint, okay, qui est la raison pour laquelle le patient est venu. Docteur, j'ai mal à la tête. Docteur, j'ai des vomissements. Docteur, j'ai la nausée. Docteur, je ne vois pas mes règles, etc., etc. C'est le chief complaint, okay, ou le motif de consultation. Qui est quoi? C'est la raison principale pour laquelle le patient vient en consultation. De même que le CDS, Clinical Decision Support, qui est un outil informatique du EHR. Okay, comme l'indique son nom, le Clinical Decision Support, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rentrer, après avoir rentré alors un ensemble de données cliniques sur le patient, eh bien, automatiquement, le système va se mettre à produire des conclusions probables. Mais ce sera à vous de décider quelle est la décision clinique qui a le plus de pertinence et quels sont les examens qui devront être faits pour pouvoir asseoir ce jugement ou cette impression clinique. Le CPOE, ou Computerized Physician Order Entry, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une fonction du EHR permettant aux médecins d'ordonner des médicaments ou des examens à travers un système informatique. Vous voyez, ça n'a rien de vraiment particulier. Okay? Donc, Computerized Physician Order Entry, physician étant le médecin, okay? Order Entry, c'est-à-dire les entrées d'ordonnance qui sont faites par l'informatique. Voilà, le mot s'explique par lui-même, il n'y a pas de mystère et c'est important de le maîtriser. Parce que je vous assure que vous irez en stage dans n'importe quel pays qui soit un tout petit peu moins avancé que chez nous, vous n'aurez pratiquement pas de patients devant vous. Lorsque vous serez de garde, on va vous dire que vous avez accès au dossier des patients et ce sera sur l'ordinateur. Donc ne soyez pas perdus, commencez à vous y habituer et nous allons faire l'exercice. Donc, le CPOE peut réduire les doubles ordonnances, les retards et les erreurs de prescription.
Donc, c'est très important, c'est l'un des éléments les plus importants, ok, de la force du EHR. Donc, ce qui peut se passer, vous pouvez prendre la suite d'une garde et vous réévaluez un patient. Par erreur, vous n'avez pas lu tout le dossier et vous estimez que le patient a besoin de certains examens parce que vous ne les voyez pas encore. Eh bien, si ces examens ont été prescrits par un autre médecin avant vous, eh bien, vous allez le voir dans le système. Ce ne sera pas nécessaire de le reprogrammer ou de le prescrire à nouveau. Le continuity care, okay, c'est un aspect clé de la qualité des soins, okay, qui regroupe la planification et la coordination des soins entre les membres du système de santé, mais aussi l'accessibilité et l'échange d'informations. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est que lorsque nous avons à charge un patient, il ne s'agit pas seulement de la relation entre le patient et le médecin. Et soyons très, très clairs là-dessus. Le pharmacien a son mot à dire parce que vous pouvez faire une ordonnance et dire au patient, voilà, vous n'avez qu'à passer prendre à la pharmacie ces cachets-là. Et le pharmacien va lui poser certaines questions, le vrai pharmacien, il va lui poser certaines questions. Il va lui dire, écoutez-moi, je ne suis pas médecin, mais si en fait c'est telle molécule que votre médecin cherche, vu votre âge, vu votre poids, vu votre sexe, vu la phase de votre cycle menstruel, vu vos antécédents médicaux, vos antécédents de prise de médicaments, voilà, je peux vous prescrire ce médicament qui a la même molécule, mais qui a peut-être des effets adverses qui sont moins graves ou alors qui est potentialisé par d'autres médicaments que vous prenez. Et ça aussi, vous voyez, c'est important dans la suite de la continuité des soins. De même, l'infirmière a son rôle à jouer également dans le suivi des soins. Maintenant, il y a une dimension qui n'existe pas du tout chez nous dans la suite des soins. C'est par exemple faire le suivi avec le patient à distance, le visiter chez lui, si c'est quelqu'un qui a des impairments, qui a des troubles, des dysfonctionnements quelconque qui est admis à rentrer chez lui parce que son état ne nécessite pas d'hospitalisation, mais toutefois, il faut continuer à le suivre. Ou alors, comme nous l'avons actuellement ici, dans le monde entier, la pandémie de COVID. Maintenant, si vous prenez une première dose de vaccin, eh bien, vous n'êtes plus devant le médecin ou même devant l'infirmière, mais il doit exister un système qui vous accompagne et qui s'assure que le vaccin n'a pas provoqué d'autres complications et qui va vous rappeler que voilà, la date de votre deuxième dose approche, vous devez libérer cette date pour venir prendre votre deuxième dose. Vous voyez, tout ça c'est l'accompagnement et ça s'appelle la suite des soins et ça garantit la qualité des soins. Et ceci, je ne pourrai jamais le dire suffisamment. Documentation ou documentation, tout simplement, ok, c'est quoi? C'est le processus d'enregistrement des données. C'est-à-dire, c'est le dossier médical, c'est ce que nous avons l'habitude de rédiger lorsque nous allons prendre, après avoir mis le chief complaint, on va voir l'histoire de la maladie, les signes et symptômes qui sont apparus, dans quel ordre ils sont apparus, ceux qui ont disparu, etc. Qu'est-ce que le malade a fait, quelle est l'histoire et quels sont les antécédents médicaux de ce patient, médicaux ou chirurgicaux, quels sont les antécédents familiaux de ce patient pour les pathologies à transmission génétique, etc. C'est juste simplement la documentation. Mais ça, vous le savez déjà. Donc, ne pensez pas que vous pourrez vous passer de cela. N'oubliez jamais que Electronic Health Record veut tout simplement dire le dossier médical informatisé. Donc, je sais que nous sommes friands du stylo et de la feuille de papier, mais ne nous trompons pas. Médecin ou pas, il faut écrire beaucoup. Et vu que les médecins sont des champions en termes d'écriture, ok, et je pense que nous avons vraiment à gagner en termes de sécurité et en termes d'éviction de devinettes, apprendre à taper correctement parce que au moins les lettres telles qu'elles sont ici, elles sont lisibles parce qu'il y a cette petite blague du patient qui pense que son médecin lui a demandé d'avoir des vacances à la plage.
Alors voilà, juste pour faire rire un petit peu, voici une prescription rédigée par un médecin. Et puis voilà ce que dit le patient. Je suis allé chez mon médecin et je crois qu'il m'a prescrit des vacances à la mer. Une façon de dire que les médecins écrivent très, 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 très mal. Donc voilà, c'était juste pour rire un petit peu. Le electronic transcription, ok, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité que offre le EHR, ok, de traduire ou de donner des prescriptions médicales ou d'ordonner des examens à faire ou n'importe quoi en fait, ou des gestes médicaux à faire comme si vous avez besoin d'une ponction lombaire, il faut le mettre dans le dossier médical. Vous avez besoin de faire une biopsie. Il n'y a pas seulement que les prescriptions médicales seulement, hein, les parasynthèses, les thoracosynthèses, tous ces gestes-là, tout ce qui est besoin du patient, vous le mettez dans le dossier. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit sans que ce ne soit dûment enregistré dans le dossier médical. C'est très très important. Et lorsque vous allez faire des gestes, je vous rappelle qu'il faut le consentement écrit et signé du patient. Et ceci doit être dans le dossier médical. Maintenant, nous allons donc aborder aujourd'hui, après avoir vu quelques mots de vocabulaire que nous allons rencontrer tantôt, nous allons aborder les composantes du Electronic Health Record, EHR. Tout patient allant consulter doit bénéficier d'un dossier médical. Un dossier qui est rédigé par le médecin. Ok, donc le dossier doit être complet et il est indispensable pour une prise en charge médicale adéquate. Vous le verrez très, très tôt lorsque vous irez en stage, à l'internat et autres. Vous verrez que les MDS, plus ils sont vieux, plus ils vont écrire. Le patient a beau dire mille et une choses, ou après que tant que le docteur n'a pas écrit, c'est comme si par exemple beaucoup de gens ne disent rien du tout. Donc, le dossier médical, c'est la source principale d'informations sur l'histoire médicale du patient, tel que son statut vaccinal, très très à la mode de nos jours, le dossier chirurgical, donc quelles sont les interventions qu'il a subies, si cette femme a eu une hystérectomie une partielle ou une hystérectomie plus anesthéctomie totale ou radicale, si on lui a laissé un peu de son col utérin qui pourrait expliquer par exemple des effondrements postérieurs du vagin, etc. Alors je le dis parce que c'est l'une des choses qui m'arrive très très souvent, etc. Donc plus ce dossier est complet, plus le prestataire avisé fournira des soins de qualité. Autrement dit, vous ne pouvez pas agir sur la santé d'un patient si vous n'avez pas les bonnes informations. Non seulement il faut des informations, il faut avoir des bonnes informations, mais plus encore, il faut avoir les informations au bon moment. C'est-à-dire qu'avec le dossier médical, vous pourriez très bien être chez vous et vous voyez qu'il y a une note qui vous arrive si évidemment le dossier est connecté à Internet. Vous verrez quoi? Vous verrez que ce patient vient de se procurer les médicaments que vous lui aviez prescrits ou alors qu'un autre médecin lui a prescrit. Et donc, vous pouvez savoir si ces médicaments peuvent avoir des interactions bénéfiques ou contradictoires. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver donc dans ce dossier médical? Il y a une liste de choses à vraiment quasi infinie, tant que cela concerne de manière directe ou indirecte la santé du patient. Ce qui nous paraît, nous autres comme médecins, de plus en plus évident, ce sont les informations médicales. Ça va de soi. Okay? Et dans les informations médicales, qu'est-ce que nous allons avoir? La liste des médicaments, la liste des allergies de ce patient et donc quels sont les médicaments qu'il peut prendre et quelles sont les prescriptions thérapeutiques nutritionnelles que vous pouvez lui faire. Le carnet vaccinal, cela va de soi. Et le carnet vaccinal, je vous signale en passant que ce n'est pas seulement pour les cas pédiatriques, parce que chez nous particulièrement,
beaucoup d'adultes ont un carnet vaccinal incomplet. Et je suis sûr que si nous faisions un sondage ici chez nous, nous nous rendrions compte que dans la salle, même parmi les étudiants qui sont en train de m'écouter, nombreux sont ceux qui n'ont pas de carnet vaccinal complet ou même tout simplement un carnet vaccinal qui est tout court. Donc, maintenant, on va y retrouver le résultat des examens de laboratoire avec la date, évidemment. Okay? Tous les hémogrammes, tous les ionogrammes, toutes les chimies sanguines, tous les oligo-éléments, tout cela doit être inscrit dans le dossier médical. On va retrouver la liste des affections pathologiques que connaît ce patient présentement ou qu'il a connu au préalable, le dossier chirurgical, le rapport d'hospitalisation, c'est-à-dire que lorsqu'un patient a été hospitalisé puis exéaté, eh bien, il y a une feuille que l'on remplit qui dit, voilà, le patient était rentré pour tel motif, ce motif a été confirmé ou non confirmé, voici le nouveau diagnostic qu'il y a eu à ce moment, il a subi un traitement, le traitement a donné tel type de résultat, et devant l'évolution de ce patient et pour le pronostic quelconque, ce patient a été autorisé à rentrer chez lui. Maintenant, je profite pour vous dire qu'on ne laisse pas rentrer un patient chez lui simplement parce qu'il va mieux. Hein. On peut le faire rentrer chez lui pour des questions psychologiques, surtout si c'est un patient qui est en situation de phase terminale ou que vous ne faites que des traitements palliatifs, ou alors pour des questions de politique interne d'hôpital, le patient ne correspond pas au profil de patient que vous soignez, et donc vous l'invitez ou bien à aller ailleurs, vous le référez, ou alors il rentre chez lui parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ce sont des choses qui sont réelles dans la pratique médicale. Maintenant, il y a évidemment l'histoire clinique et les trouvailles de l'examen physique, les notes d'évolution qui ont été rédigées pendant tout le séjour du patient. Et maintenant, je signale également que les notes d'évolution, on s'imagine souvent que cela n'existe qu'au niveau des hôpitaux. Eh bien, les notes de consultation peuvent être considérées comme étant des notes d'évolution s'il y a un suivi régulier qui est fait avec ce patient ou il vient à des rendez-vous assez rapprochés. Donc, ce sont des notes d'évolution. Et moi-même, comme chirurgien, notamment, j'ai souvent des notes d'évolution sur des plaies pour savoir quelle est l'évolution de la plaie, justement. Le patient vient tous les 2 jours pour que le pansement change. Maintenant, il s'imagine que je ne fais que changer son pansement, mais en fait, j'évalue l'évolution de la plaie. Ensuite, il y a les résultats d'imagerie, mais pas que, hein. Maintenant, dans le dossier médical informatique, on va retrouver également des informations administratives qui concernent et qui touchent ce patient. Et certaines de ces informations sont de première importance pour nous. Par exemple, la question de l'assurance, c'est très important. Donc, en plus des données médicales à proprement parler, le staff administratif utilise également le dossier médical pour enregistrer les informations sur les personnes contacts, les polices d'assurance et autres éléments touchant le patient. À un certain moment, on aurait pu penser que la seule chose qui compte, ce sont les trouvailles cliniques. Eh bien, vous pouvez avoir une information très vague du genre que voilà, le patient travaille dans une factory, le patient travaille dans telle zone, il travaille dans le domaine de la glace, de la production de la glace, etc. Ça n'a l'air de rien, mais il se trouve que ces milieux-là, ou bien le patient travaille dans un milieu pharmaceutique, dans une usine pharmaceutique, mais ces milieux peuvent avoir des incidences réelles sur la santé du patient. Maintenant, ça a l'air de rien lorsque le patient arrive et qu'on lui demande de remplir son dossier et qu'on lui demande quel est son travail. Le patient qu'on demandait, est-ce que c'est... En fait, il a cherché qu'on est si bien comme un PEO. Eh bien non, il n'y a pas que cela. Hein? Parce que le milieu du travail peut avoir une incidence réelle, mais quoique en réalité, pour l'administration, c'est besoin de connaître la PEO. Hein? Les informations administratives impliquent également la fiche d'information du patient, les références et toutes les lettres de demande de consultation, les données. Je vais m'arrêter un petit peu sur les références et toutes les lettres de demande. Maintenant, voyez-vous, entre institutions, avant que cela ne devienne médical, cela reste et demeure essentiellement administratif. Lorsque je réfère un patient ou que je reçois un patient d'une autre institution, avant que le patient n'atteigne le niveau purement clinique,
il est d'abord dans un niveau administratif. Il faut savoir si l'hôpital vers lequel vous le référez peut effectivement le recevoir, et c'est une demande d'institution à institution. C'est extrêmement important de le savoir. Bien sûr, un patient peut se présenter aux urgences de manière spontanée, mais s'il se fait référer, il faut que ce soit dûment consigné dans le dossier médical. Qui l'a référé, pour quelle raison a-t-il été référé? Maintenant, les lettres de demande de consultation n'existent pas seulement entre institutions, elles existent également entre services. On peut être pédiatre et avoir besoin d'un avis chirurgical. On peut être pédiatre et avoir besoin d'un avis endocrinologique. On peut être pédiatre et avoir besoin d'un avis dermatologique. Et dans le sens inverse également. Vous voyez? Donc, toutes ces lettres de demande interservices doivent être consignées également à l'intérieur du dossier médical. Maintenant, les données sur l'assurance, ce qui est primordial pour nous, même si on n'aime pas trop en parler entre médecins, si le patient est-il solvable? Est-ce que le patient nous permet de résoudre certains problèmes, c'est-à-dire problèmes économiques? Il faut savoir quelle couverture d'assurance que ce patient a et qui lui permettent ou non de bénéficier de certains soins. Et tout ça doit être consigné dans le dossier médical. Les informations de paiement. Par exemple, on n'a pas le droit de, comme on dit chez nous, bill un patient 2 fois ou 3 fois, ou alors au-dessus de ce qui est admis. Okay? Donc, tous les versements effectués par le patient doivent être consignés. Le reçu doit être enregistré. Il peut être scanné puis ajouté au dossier médical. Les rendez-vous en cabinet d'hospitalisation également, c'est-à-dire que si vous avez fait la demande, si on s'est mis d'accord que le patient devait se présenter, il faut que ce soit enregistré dans le dossier médical. Maintenant, si le patient se présente ou qu'il ne se présente pas, maintenant cela doit également être consigné. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'ailleurs d'une secrétaire et d'un système d'information qui va vous rappeler que dans votre journée, vous avez des rendez-vous de suivi à faire avec tel ou tel patient. Maintenant, il faut que... Maintenant, ce dernier point-là, les codes diagnostiques et procéduraux, cela existe chez nous. L'Association médicale haïtienne a codé la plupart des interventions. Maintenant, on dit chaque année que il faut le remettre à jour parce qu'à tel code va correspondre. Il faut améliorer les codes parce qu'avec le développement de la médecine, certains codes sont peut-être trop généraux et trop flous. Bon, vous connaissez votre pays, mais toujours est-il que les codes existent et doivent figurer également dans le dossier informatique médical. Maintenant, le nom des personnes contacts d'urgence. Et c'est important parce qu'un patient peut être enregistré dans le système et pour une raison ou une autre, il déborde, mais sans proche à l'hôpital ou bien aux soins du clinicien. Maintenant, dans le dossier médical, si vous avez ces références, que ce soit sa femme, son mari, sa petite amie, sa maîtresse, etc., vous appelez tout le monde. Bon, il y a règle cause de l'arrivée, mais en attendant, vous appelez les personnes responsables. Maintenant, dans le dossier médical, on va retrouver également les documents légaux, les feuilles de consentement. Est-ce que le patient a effectivement lu, compris et signé les documents vous autorisant à agir sur sa santé? C'est extrêmement important. Maintenant, les directives ou demandes spécifiques que le patient fait, le patient vous dit que je suis témoin de Jéhovah, je ne veux pas être transfusé sous aucun prétexte. Il a le droit, maintenant il doit l'inscrire directement dans le dossier médical et cela, vous ne pouvez pas aller au-delà. Les volontés du patient, par exemple. Est-ce que le patient dit que voilà, si jamais je décède, je voudrais donner mon corps? Maintenant, ce dossier médical doit être, cette volonté du patient doit être inscrite dans son dossier médical pour le rendre inattaquable. Parce que nous en avons besoin, nous, de ces corps-là pour faire évoluer la médecine. Maintenant, les autorisations d'assurance. Le patient peut avoir différentes assurances, mais il vous dit que vous ne pouvez puiser, vous ne pouvez envoyer votre note qu'à cette assurance. Maintenant, qu'il le justifie ou non, cela n'a pas d'importance.
Donc, ces questions sont des questions légales qui doivent figurer dans le dossier médical. Et croyez-moi, lorsque vous avez des papiers à droite, papiers à gauche dans l'administration de nos hôpitaux, c'est tellement plus simple de l'avoir sous format électronique. Et ça permet d'avancer. Donc, c'était l'essentiel de notre cours pour aujourd'hui. Mine de rien, nous avons vu beaucoup de choses sur lesquelles je vous demanderai de revenir. Les devoirs vont arriver, les petits tests également. Donc, je vous présente les compliments pour rester accrochés à notre cours. Et très bientôt, nous allons passer à la suite du cours. Merci beaucoup et à bientôt.